être avocat en droit du travail, ça a été pour moi une passion et une découverte. J'ai pas du tout commencé dans ce métier en tant qu'avocat en droit du travail, mais figurez-vous en droit fiscal. Horrible. J'ai souffert le martyre parce que je n'avais aucune espèce de familiarité avec, dans le fond, la matière fiscale. Mais j'ai découvert le droit du travail en marchant, en quelque sorte, et je m'en suis fait une spécialité parce que quoi de plus central, quoi de plus intime à la vie de la société dans le droit des affaires, dans la norme du droit des affaires, donc qui n'est pas le droit des personnes, qui n'est pas le droit, j'allais dire, le droit matrimonial, le droit de la famille, mais dans le droit du travail, c'est la relation la plus intime entre une personne, un citoyen, et son activité. Et donc, s'intéresser à la vie professionnelle des personnes, individuellement ou collectivement, et des entreprises qui sont un agent économique absolument majeur dans nos sociétés, eh bien, me permet d'être au centre de l'actualité tout le temps. Donc, déjà, quand on aime l'actualité, c'est intéressant de se trouver confronté à des questions toujours contemporaines, et puis défendre. Ça veut dire que dans mon métier, on est saisi de questions qui tournent autour justement de la relation juridique entre un salarié et un employeur, voire d'autres caractéristiques, on va en parler, d'autres types de travailleurs, et le co-contractant. Et donc, dans cet univers-là, on essaye à la fois d'arranger les choses. Notre métier n'est pas d'aller uniquement au tribunal, donc je tiens beaucoup à la dimension de pédagogie, d'essayer d'arranger les choses parce qu'il faut le faire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de médiation. Et aussi, il faut se présenter devant le tribunal et défendre une cause, défendre une position dans l'univers du travail. Donc voilà ce que fait un avocat en droit du travail. Et permettez-moi de souligner que ces dernières années, il est très, très, très débordé par l'actualité et par l'incroyable chance que j'ai en tant qu'avocat actuel en droit du travail. Et j'espère que ça suscitera des vocations pour qui nous écoute ou nous regardera. Parce que nous vivons une mutation extraordinaire que j'ai la chance de vivre là dans les années qui viennent, qui sont à l'œuvre. Et c'est tout à fait passionnant d'être avocat en 2000, dans les années 2020 plutôt qu'un avocat mûr dans les années 80, je veux parler du siècle dernier. Donc voilà, on vit des mutations formidables et nous y contribuons par notre activité. Vous avez raison de scinder en deux la question, c'est-à-dire de mettre de côté une seconde la question des travailleurs sur plateforme, puisque c'est tout l'objet et tout l'enjeu de les classer en quelque sorte. Mais revenons quelque peu de manière plus abstraite, enfin plus théorique, sur qu'est-ce qu'un salarié et qu'est-ce qu'un non-salarié à l'égard des deux éléments que vous citiez. Permettez-moi de faire un tout petit cours d'histoire contemporaine du travail. C'est que le salariat a été la figure emblématique de la manière d'exercer son travail au cours du XXe siècle, disons les choses comme ça, et notamment après la Seconde Guerre mondiale. Il s'est trouvé qu'après la guerre, il a fallu reconstruire les pays, et le nôtre particulièrement, et que au titre de l'efficacité permettant finalement de mobiliser les forces des personnes en vue de travailler, le statut de salarié est apparu extrêmement efficace parce qu'il permettait de concilier deux choses. D'une part, la stabilité, puisque je rappelle que dans le Code du travail, à cette époque-là, on a inséré, sans le définir, le contrat de travail n'est pas défini dans le Code du travail, ce qui est quand même un détail qu'on a oublié sans doute, mais on a dit que la forme normale du travail s'exerçait sous forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Et en ayant posé ce principe-là, on offrait à la fois aux entreprises et aux personnes une perspective de stabilité, puisque contrat de travail à durée indéterminée, ça veut dire stable pour le temps de la carrière, d'accord ? Donc, d'une part, on offrait la stabilité et la protection, et notamment les protections qui ont été bâties avec le temps, avec les négociations, avec les lois, avec les négociations dans les entreprises, avec les conventions collectives. Donc, on a offert un écosystème stable et pérenne
pour construire et reconstruire le pays et accomplir sa carrière. Donc c'était intéressant pour l'entreprise qui avait besoin d'une stabilité de personnes pour pouvoir faire face précisément, notamment à ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Bon, il y a eu les 30 piteuses ensuite, mais enfin en tout cas, ça permettait de donner une stabilité à la croissance et à la production de masse, à la consommation de masse. Voilà. Et le salarié, lui, en contrepartie de ce que l'on appelle la subordination, et c'est ça qui caractérise le contrat de travail, d'accord, en contrepartie en fait d'un devoir d'obéissance, eh bien on lui offrait toute une série de protections qu'il s'agissait, qui lui permettaient de bâtir un projet de vie, une vie de famille, avoir sa maison, etc. Donc voilà comment cet outil extrêmement efficace a été central au XXe siècle. Les salariés. Mais à côté des salariés, il n'y avait pas que. Il y avait ce que l'on appelle, et vous avez observé, vous l'avez dit vous-même, et je le dis également, des non-salariés. Vous observerez que cette définition des gens qui ne sont pas salariés se définissent par la négative, par des non-salariés, c'est-à-dire négativement. C'est intéressant de voir déjà. Donc ça voulait dire déjà à quel point le non-salarié est anecdotique, puisque je viens de dire que le principe général, c'était le salariat. Mais ils existaient quand même. Qui sont ces non-salariés? Schématiquement, ils nous viennent à l'esprit et il ne s'agissait pas même en 1945 de les éradiquer. C'est les commerçants, les professions libérales, médecins, avocats, architectes, chefs d'entreprise, et les agriculteurs. N'oublions pas les agriculteurs qui ont constitué un immense réservoir de non-salariés qui, il faut le rappeler encore une fois, à l'issue de la guerre, constituait littéralement une cohorte supérieure à celle des salariés. Donc, ces non-salariés, je viens de dire qui ils sont schématiquement définis comme je viens de le dire, et ils sont en quelque sorte, comme le terme l'indique, non définis. C'est-à-dire, il n'est pas salarié. Donc, ça veut dire quoi? Essentiellement, il n'est pas subordonné. Il ne doit pas un devoir d'obéissance à ce qu'on appelle l'instruction hiérarchique. Il n'a pas de chef. Il est en fait chef de lui-même. Alors, c'est notamment vrai pour le chef d'entreprise, on imagine bien, puisqu'il est le chef de lui-même et puisqu'il a lui-même des salariés. Pour le commerçant, on le voit bien. Bah oui, le commerçant, il a son commerce et donc il peut avoir des salariés, mais c'est lui qui en est le chef, encore une fois. Et il en est aussi le propriétaire. Ça pose d'autres questions sur un autre pan du droit, qui est le droit commercial, le droit des sociétés, le cas échéant. Et donc, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il a cette figure de chef d'entreprise, l'agriculteur aussi. Bon, voilà, mais l'agriculteur a disparu en quelque sorte dans son acception initiale. Il est aujourd'hui essentiellement salarié, d'ailleurs, en fait, ou chef d'entreprise, chef d'exploitation. Donc, les non-salariés, avec le temps, constituaient en gros 9 à 10% de la population totale de travailleurs. Donc, il est évident qu'on s'est beaucoup occupé des salariés, puisqu'ils constituaient, et ils constituent encore la majorité des travailleurs du pays, puis adossés à la forme normale du travail. Mais ces non-salariés ne sont pas oubliés. Je veux dire par là que, et là je touche après la question du droit, la question de la protection. Certes, le régime général de sécurité sociale avec les protections attachées aux garanties que l'on a élaborées de 1947 au moment de la création de la sécurité sociale, à savoir des garanties en matière de santé, en matière de retraite, en matière de chômage, en matière d'accident du travail, de maternité. Bref, tout ceci a été élaboré et on en a beaucoup parlé parce qu'encore une fois, cela concerne une cohorte majoritaire des travailleurs du pays. Mais les non-salariés disposent également de leur propre caisse à eux qui gèrent les mêmes risques que les salariés, à l'exception d'un seul. Donc, je reprends, les non-salariés cotisent, c'est-à-dire s'affilient, payent des cotisations à des régimes qui leur offrent des protections en matière de santé, en matière de retraite, en matière d'accident. Et ils le payent en fait avec la rémunération, avec le revenu professionnel, et ils le payent tout seul. Ils le payent tout seul sur une base qui s'appelle le chiffre d'affaires. Tandis que les salariés
les mêmes cotisations dont je parle sont acquittées à la fois par l'employeur et par le salarié, qui paye en gros, lui, 20% d'un salaire, pendant que l'employeur s'acquitte environ de près de 50%, ça dépend des entreprises, mais en gros, c'est réparti de la sorte. Donc, le travailleur indépendant paye de lourdes charges, puisque lui, il paye une sorte de fusion entre la partie patronale, comme on dit, et la partie salariée. Il a donc les mêmes garanties. Et d'ailleurs, là, si je reviens non pas en 1945, mais littéralement à ces 2 dernières années, plus ça va, plus la protection sociale, et je parle de la garantie, encore une fois, des risques que notre République sociale, je parle là de la Constitution de 1946, offre à ses citoyens, ces garanties se rapprochent. C'est-à-dire que la maternité des non-salariés se rapproche en termes de droits et en termes de garanties de celle des salariés. Les accidents du travail également. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de rapprochement des garanties. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que modulo d'extrême complexité dans le fonctionnement des caisses, des divers organismes où l'on cotise, les non-salariés et les salariés ont les mêmes protections, à l'exception d'une. Et encore, ça a été modifié, le chômage. Il faut comprendre qu'un non-salarié, sa vraie différence mentale, si je puis dire, ce qu'on appelle l'intention, c'est le désir d'entreprendre. Et ce désir d'entreprendre est adossé au risque. À un risque qui consiste à dire, je prends le risque, moi, de mon activité. Moi, chef d'entreprise, moi, avocat, si on parle de moi, eh bien, je prends le risque d'exercer mon métier. Et ce risque-là, parce que je veux entreprendre, je veux bâtir, je veux construire, etc., ce risque-là, je le prends moi. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne voit pas comment, à moi et à tous les autres non-salariés, on peut concéder une sorte de garantie chômage, puisque c'est moi qui suis à la manœuvre de mon activité. Et j'en accepte à la fois les fruits, c'est-à-dire le bénéfice, et les risques. Ça n'est pas la même chose qu'un salarié à qui on ne demande pas de prendre et tous les profits et tous les risques, puisque lui, il est adossé davantage à un devoir d'obéissance, ce lien de subordination pour accomplir une activité pour laquelle il est rémunéré de manière stable et mensuelle, a priori en tout état de cause du même montant fixe. Donc, c'est un univers radicalement différent, mais qui tend, encore une fois, à se rapprocher du point de vue des protections sociales, à l'exception du chômage. Je dis que c'est une exception, mais c'est vrai que depuis 2017, on a tenté d'inventer un chômage pour les travailleurs indépendants, qu'on appelle positivement à propos travailleurs indépendants. C'est plus sympa que non salariés, en fait. Les non salariés, c'est la sécurité sociale qui les appelle comme ça. Dans le code de la sécurité sociale, on dit des non salariés. Et en droit du travail ou en droit général, on dit des travailleurs indépendants parce que c'est un poil plus positif quand même. Donc pour cela, on a inventé en 2017 un régime très bizarre, très complexe de garantie chômage pour les non-salariés, avec une grande difficulté, vous le comprendrez bien, c'est que quand je suis licencié, c'est-à-dire quand on me demande, quand on me dit c'est fini, ton boulot, c'est terminé, je te licencie, on comprend bien que c'est pas moi qui ai voulu arrêter mon boulot. On comprend bien que je subis la décision. Et donc, on comprend bien que je sois protégée pour ça. C'est facile à voir si j'ai choisi de partir, ça s'appelle une démission, ou si on m'a licencié, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de partir. Auquel cas, on voit bien que le chômage s'apprécie de manière facile, intuitive dans le domaine du salariat. En revanche, lorsque je suis indépendant, c'est très difficile avec moi-même de savoir si je subis la fin de mon activité ou si c'est moi qui ai décidé de plier. C'est pas pareil. Alors évidemment, c'est pour ça qu'on a inventé quelque chose de très complexe qui consiste à démontrer que l'on a, comme on dit, on a déposé le bilan, c'est-à-dire qu'on s'est effondré, qu'on n'est plus capable de faire face. Et dans cette hypothèse-là, l'État accepte de donner une garantie en matière chômage pour ces indépendants-là. Mais c'est très complexe parce qu'il faut une catastrophe, littéralement, c'est-à-dire la fin de l'entreprise pour concéder l'avantage. C'est un peu excessif. Mais en même temps, comment déceler pour un non-salarié, pour un travailleur indépendant, la différence entre j'arrête et je ne peux pas continuer parce que ce n'est pas ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre, puisqu'on est tout seul. Voilà la problématique et voilà comment donc
le salariat d'un côté et le non-salariat de l'autre s'est organisé depuis très longtemps. Et alors maintenant, pour continuer et pour intégrer à ce tableau qui a l'air comme ça assez facile à comprendre intuitivement, alors là, l'emblème d'un vrai problème qui est où se placent les travailleurs sur plateforme. Et c'est comme ça que se pose le sujet, et c'est comme ça qu'il se pose à notre société de manière inédite. Songez que ces fameux travailleurs de plateforme qui correspondent aujourd'hui au maximum qu'à environ 1% de la totalité du marché du travail, c'est-à-dire on ne sait pas, entre 200 000 et 250 000 personnes, enfin, autant dire, pardon de le dire, mais pas grand-chose. Mais comment se fait-il que ce pas grand-chose, mais néanmoins extrêmement emblématique, nous mettent comme ça dans tant des mois? Parce que quand je dis que il y a de l'éruption, c'est un faible mot. Ce sont des polémiques éruptives extrêmement puissantes. C'est en cela, encore une fois, je fais ma parenthèse, que c'est intéressant de vivre mon métier parce que je suis en même temps dans des polémiques sociales extrêmement fortes, c'est-à-dire en fait sur un débat de société. Donc je fais mon métier dans un contexte de débat de société passionnant. Et donc, pourquoi c'est difficile, la figure du travailleur sur plateforme? D'abord parce qu'avant 2011, on ne savait même pas ce que c'était. C'est quand même 2011, c'est la semaine dernière, à l'aune de l'histoire du droit. C'est autant dire que le surgissement en 2012 de Uber, puisque c'est lui qui absorbe à lui tout seul l'image allégorique de ce qu'est un travailleur sur plateforme, ne surgit sous nos latitudes qu'en 2012. Donc autant dire vraiment, et il surgit de manière très étonnante parce que on se trouve placé avec une sensation d'organisation d'une activité qui ressemble vaguement à une entreprise, qui aurait ce petit nom-là. Donc il y a des salariés, enfin des salariés qui travaillent chez Uber, il y a une marque, il y a une activité qu'on a du mal quand même à qualifier, parce que est-ce que c'est que du numérique? Est-ce que c'est du transport? Donc, rien que ça, c'est un vrai sujet de savoir. Et puis il y a des gens autour qui virevoltent, etc. Et on dit, ah non, 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 mais ceux-ci, ils ne sont pas salariés, ils sont travailleurs indépendants. Et donc, pourquoi c'est difficile à qualifier? Parce qu'il se trouve qu'en France, en 2009, il se trouve qu'en France, on a une loi spécifique qui vient créer quelque chose d'étonnant. En dehors de tout contexte de plateforme, ça n'existait pas. L'auto-entrepreneur. Alors là, c'est le surgissement d'un truc étonnant, mais qui, dans le fond, ne suscite pas tellement de problèmes. Il n'y avait pas de plateforme. C'est l'idée qu'on peut avoir affaire à des personnes qui se disent indépendants, qui se disent entrepreneurs, et pour leur faciliter la vie, parce que constituer une entreprise, c'est d'une lourdeur extrême, etc., on s'est dit qu'il faut alléger tout ça. On va dire qu'avec des seuils de chiffre d'affaires dans les services ou dans la vente de biens, eh ben, on paye très facilement les charges sociales et les charges fiscales. Et donc, tout ça, c'est fait un auto-entrepreneur. Par hypothèse, il peut proposer des services de manière indépendante parce que c'est un entrepreneur. Et donc, voilà, c'est magnifique, c'est pour aider tout ce désir d'entreprendre qui commençait à surgir très fort. Et donc, voilà, on a permis cette création-là. On imaginait, je ne sais pas, les gens qui vendent leur propre production de biens, je ne sais pas, sur des marchés. On imaginait des personnes qui commencent un business et ne savent pas trop s'ils vont se transformer en entreprise de, je sais pas moi, de conseil en décoration intérieure, par exemple. Et donc, on se dit, c'est quand même plus simple de leur permettre de faire leur boulot très facilement sans remplir des monceaux de papier, etc., pourvu qu'ils ne gagnent pas plus que tant, etc. Bon, donc tout ça, était parfait. Mais le surgissement de la plateforme en tant que telle, Uber et toutes les autres, parce qu'il n'y a pas que Uber et puis rien du tout, il y a une armée en même temps de plateformes qui ont surgi dans tous les secteurs de l'activité économique d'un pays, eh bien, c'est trouvé, j'allais dire, adéquate avec le recours à ces personnes qui, s'ils le souhaitent, peuvent proposer leurs services au travers d'une plateforme. Et pourquoi au travers d'une plateforme sous une approche qui est différente de l'approche salariée? Parce que l'entreprise plateforme se présente comme un intermédiaire. C'est-à-dire que c'est à la fois une entreprise comme Peugeot, comme on imagine Peugeot, avec des frontières, avec une marque, etc., hein, mais les Uber et autres plateformes ont ceci de particulier qu'elles n'ont pas de frontières, justement. Elles organisent un marché. Elles disent, tiens, il y a des gens qui aimeraient bien prendre un véhicule pour se rendre d'un endroit à un autre, en sus des taxis, puisqu'on savait que les taxis, il n'y en avait pas beaucoup.
Donc, très bien, donc il y a des clients potentiels. Bon, et puis de l'autre côté, il y a peut-être des gens qui pourraient rendre ce service, qui ne seraient pas, enfin qui ne seraient pas taxis, ou enfin qui seraient réglementairement, parce qu'en France on ne peut pas transporter des personnes sans réglementation, hein, donc c'est pas ouvert à n'importe qui. Donc si les personnes ont les qualifications, est-ce qu'elles peuvent pas dire, moi je suis libre, et puis la plateforme permet de réconcilier l'offre et la demande. Donc c'est un intermédiaire. Donc ça n'agit pas comme mettons, Peugeot, qui produit des voitures, puisqu'avec ses propres salariés, elle produit un produit qui ensuite est vendu à l'extérieur chez le client. Donc, il y a bien une frontière, un périmètre, une entreprise qui produit, l'espèce une voiture, et qui ensuite dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un client pour me l'acheter? Et à ce moment-là, deuxième étape, on vend la voiture. Et pour produire cette voiture, j'ai demandé à mes salariés de faire, selon mes instructions, d'avoir la gentillesse de me produire cette voiture de cette couleur-là, etc. C'est moi qui décide, je suis l'employeur, je suis le chef. Et ensuite, c'est à moi, employeur, de vendre cette voiture à l'extérieur. Et sur le prix de la voiture, je vais jusqu'au bout, sur le prix de la voiture, je vais en donner une partie qui s'appelle salaire au salarié qui a construit cette voiture. Et le reste, c'est le bénéfice que je garde pour moi, les investissements, etc. Enfin, schématiquement, c'est ça. Or, dans l'affaire des plateformes, puisque je me place en tant qu'intermédiaire, moi, je ne vends rien. Les Uber de la planète ne vendent pas, ne disent pas, tiens, prenez donc ma voiture pour faire le voyage en question, pour aller de la place de la Concorde à la porte de Pantin. Elle ne dit pas, je vous vends ça. Elle dit simplement, moi, grâce à ma technologie, je permets à celui qui a besoin d'aller à la porte de Pantin de me le dire. Et moi, il se trouve qu'il y a plein de gens qui se connectent et qui disent, je suis libre, je vais le faire moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire? Ce n'est pas Uber qui vend une prestation de transport qui coûte tant et qui en donne une partie à son salarié, mais c'est à l'inverse une prestation qui est payée par le client, qui paye en fait celui qui a accepté de le conduire à la porte de Pantin, mais Uber prend un peu de sous. Elle prend 20. Elle prend 20 sur la course. C'est sa rémunération. Et vous voyez, c'est très différent du schéma que j'évoquais rapidement sur l'histoire de Peugeot, qui n'a rien à voir d'ailleurs ni dans le prix ni dans le sujet, mais l'entreprise Peugeot prend le prix de vente et en donne une partie aux salariés et garde le bénéfice, tandis que là, c'est au contraire le transporteur, on appelle ça un VTC, un véhicule de transport qui est un statut. Donc, ce chauffeur VTC prend le chiffre d'affaires et en donne 20% à Uber. Donc, quand on a ça sous les yeux, comme schéma juridique, comme organisation, après, on se demande, mais alors, ce chauffeur, dans la mesure où c'est la plateforme Uber, est-ce que finalement, ce chauffeur, il n'est pas en fait son salarié? Et c'est vrai que la question se pose. Et mieux que ça, je dois le dire, mieux que ça, on a ce qu'on appelle des décisions de justice, la jurisprudence, qui est venue reconnaître que pour telle personne, puisque c'est une personne, un auto-entrepreneur au départ qui vient dire, mais en fait, je ne suis pas un auto-entrepreneur. En réalité, je pensais que je l'étais, mais en fait, je suis subordonné. D'où la requalification, c'est un processus juridique où on va requalifier, c'est-à-dire reclasser la relation juridique qu'on pensait libre, qu'on pensait faite commercialement de prestataire à prestataire. On dit non, pas du tout. En fait, il se trouve qu'il y a de la subordination dans vos rapports. Parce que moi, j'estime, juge, que dans la manière dont le chauffeur va de la porte de Pantin à la Concorde ou l'inverse, en fait, c'est vous qui organisez, vous, Uber, le transport en question, et vous donnez ce qu'on appelle des directives, vous contrôlez la qualité de cette activité, et le cas échéant, vous pouvez en plus sanctionner, ce qui revient à la définition du contrat de travail qui s'appuie sur ce qu'on appelle les directives, le contrôle et la sanction, qui sont les 3 caractéristiques du lien de subordination que tout juge doit examiner. Alors, une fois que j'ai dit ça, on dit, bon, très bien, il n'y a plus d'histoire, c'est fini, donc ce sont les salariés. Oui, mais non, parce qu'en fait, c'est plus complexe que ça, car figurez-vous que si on prend que Uber, les décisions de justice sont très
bigarré. Alors, c'est vrai que le 4 mars 2020, la Cour de cassation a dit, la Cour de cassation étant ce qu'on appelle la Cour suprême de notre pays, est venue dire juridiquement, dans cette affaire qui oppose une personne donnée qui a un nom et Uber, je dis que les caractéristiques les caractéristiques de cette relation relèvent du contrat de travail parce qu'il s'agit d'un lien de subordination. Mais figurez-vous que depuis le 4 mars 2020, il y a eu pas mal de décisions de justice postérieures qui concernent un grand nombre de plateformes, dont certaines assez connues dans le domaine des livreurs, des Deliveroo, Toc Toc Toc, mais aussi Uber, mais aussi Bolt, un autre acteur dans la mobilité, qui, malgré l'arrêt du 4 mars 2020, continue de penser qu'en fait, il s'agit rien d'autre qu'un contrat commercial. En d'autres termes, dans cette jurisprudence, ils viennent dire, mais dans le fond, ce que l'on qualifie de directive, contrôle, sanction, en fait, se retrouve dans n'importe contrat commercial, puisqu'il y a des exigences de qualité, puisqu'il y a une forme de liberté pour se connecter ou pas se connecter à cette plateforme, parce que la personne peut se connecter à 2 ou 3 plateformes du même genre sans aucune espèce d'exclusivité. Ça, on ne le retrouve pas dans le domaine du droit du travail. Cette liberté-là, on n'a jamais vu une personne physique débarquer chez Peugeot le matin en disant cet après-midi je vais chez Renault, donc je termine et puis j'y vais. On n'a jamais vu ça, et donc cette liberté-là, elle n'est pas compatible avec l'univers du salariat qui veut non seulement un devoir d'obéissance, mais surtout une exclusivité, et le droit du licenciement ne peut pas se résoudre ou caractériser la fin d'un contrat commercial, puisque même les contrats commerciaux peuvent être, comme on dit, résiliés, peuvent être cessés. Donc, on en tire l'idée que, eh bien, cette situation, cette liberté de faire ou de ne pas faire, cet accomplissement du travail selon la décision du prestataire qui veut rendre ce service, et même la déconnexion, ne caractérise pas en soi un lien de contrat de travail. Donc, on en est là pour la jurisprudence de droit du travail. En ce moment, on en est là. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas que le juge du travail qui regarde cette relation. Il y a d'autres juges. Il y a le juge commercial pour la concurrence déloyale, parce que vous voyez bien, une société de taxi, par rapport, pas une société de taxi parce qu'ils ont un statut différent, mais des sociétés dites d'exploitation de transport de véhicules de personnes peuvent dire, mais à ce moment-là, moi j'ai des salariés, vous n'avez pas de salariés, donc il y a une concurrence déloyale puisque vous ne payez pas les fameuses charges sociales en tant qu'employeur. Donc, je vous poursuis pour caractériser là l'existence d'une concurrence déloyale. Et vous savez qu'en droit commercial, eh bien, il faut que la concurrence existe. Nous sommes dans un pays où on admet, ou au contraire, on valorise la concurrence, mais il faut qu'elle soit loyale. Donc, au travers de cela, le juge commercial, qui n'est pas le juge du travail, lui aussi va s'intéresser à la relation entre ces plateformes, qu'elles soient dans le domaine de la mobilité, c'est-à-dire essentiellement les VTC, et qu'elles soient dans d'autres secteurs, ce qu'on appelle du travail, du travail, des plateformes de travail à la demande, ou que ce soit les étudiants, ou que ce soit des professionnels indépendants qui se livrent à des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, vont expliquer aussi aux juges que ce n'est pas possible de passer par des plateformes pareilles, alors que l'entreprise de travail temporaire, lui, a un monopole de la mise à disposition de personnel dans la sphère du droit du travail. Eh bien, tous ces juges sont donc à la manœuvre sur ces questions-là. Il y a aussi le juge administratif, parce que figurez-vous que lorsqu'il y a des affaires qui touchent au droit réglementaire, comme des plateformes de moniteurs d'auto-école, par exemple, eh bien, le préfet, lui, a le droit de fermer l'activité pour dire, mais ceci contrevient aux règles applicables du droit du travail, etc. Eh bien, dans cette affaire-là,
très récemment au mois d'octobre, une cour d'appel administrative, c'est-à-dire dans le droit administratif, ce n'est pas le droit judiciaire, eh bien le juge administratif a dit non, ceci est une plateforme d'intermédiation de moniteurs d'auto-école indépendants. Ils se connectent avec leurs clients, ils font des prestations, ça ne caractérise pas un lien de subordination. De même, dans les jurisprudences du droit commercial dont je vous parlais, jusqu'à aujourd'hui, et les choses peuvent changer de la seconde à l'autre, mais jusqu'à aujourd'hui, l'argument de la déloyauté à employer des personnes, à recourir ou plutôt à interagir dans un contrat commercial plutôt qu'un contrat de travail n'a pas été retenu comme argument. Donc c'est très complexe. En fait, on est à la fois dans un débat de société parce qu'il y a des problèmes il y a des problèmes de fonctionnement de ce dispositif tout neuf. Et puis, il y a un débat juridique très virulent, très technique, très complexe. Et on en est là aujourd'hui. On est au milieu du gué et on vit tous les jours des comment dirais-je, des décisions qui, en tant que telles, ne sont qu'une décision et qui ne peuvent pas valoir, parce qu'en France, on n'est pas comme en Angleterre dans la common law où une décision vaut précédent, c'est-à-dire qu'elle s'applique pour tout le monde de la même manière, etc. En France, c'est dans les pays de droit écrit comme le nôtre, on est dans ce qu'on appelle la casuistique, c'est-à-dire à chaque cas sa solution.